Chers compatriotes, ce 20 décembre, nous ne pouvons pas nous permettre de repartir à zéro. Nous devons consolider les acquis. Ce 20 décembre, nous ferons le choix du Congo. Bonjour, bonsoir chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces plateaux spécial élection 2023. Ici, vous avez l'opportunité de découvrir ce que le candidat numéro 20 a fait et ce qu'il pense faire. Nous avons pour vous sur ce plateau un des communicateurs du président de la République. Lui-même va décliner ses fonctions. Je le connais sous plusieurs casquettes. Mais avant cela, je suis accompagné de ma consoeur ici, Judith Kena, qui est là pour le compte de Congolais TV, qui est une chaîne partenaire qui travaille avec nous depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, nous allons ensemble décortiquer dans plus ou moins 30 minutes les contours de cette campagne. Nous sommes presque à la fin. C'est lundi déjà que le président de la République et les autres candidats vont clôturer la dernière marche de la campagne avant d'aller aux élections. Alors, nous avons ici M. Eric Nindou, que nous disons bonjour, welcome. Thank you. Bonjour Jean-Claude, bonjour Madame Judith. Bonjour à vous, monsieur. Merci donc à tous les téléspectateurs du Congo est à nous et aussi Congolais TV, c'est bien ça, hein? En tout cas, c'est un plaisir, comme d'habitude, hein, Jean-Claude, ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur d'être sur votre média, un média vraiment très populaire. On beaucoup ici. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ce média qui est très connu et surtout qui a beaucoup d'impact au niveau de la diaspora, parce que vous savez aussi, cette année, pour la première fois, et c'est historique, la diaspora va participer aussi à ces élections. 5 pays ont été sélectionnés, la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Oh. Il n'y a pas eu énormément d'électeurs inscrits, mais je crois qu'au total, on arrive à peu près à 7000 électeurs au total, hein, avec les plus nombreux, je pense, c'est en France, et puis en Afrique du Sud, et puis en Belgique. Mais c'est déjà bien, ça montre une impulsion, et c'était aussi... Voilà, c'est que la communauté congolaise est plus grande que le territoire national, parce que justement, notre pays, à cause de son histoire, à cause de son rayonnement, a fait que beaucoup de nos compatriotes vivent aussi à l'extérieur. Et donc, cette première expérience, une sorte d'expérience pilote, a été tentée dans 5 pays et elle se fera, je pense, pour la prochaine échéance dans d'autres pays d'Afrique et du monde. Merci beaucoup, monsieur Eric Nindou. Qui êtes-vous en réalité? Dites-le aux Congolais pour qui ça. Je m'appelle Eric Nindou, je suis le porte-parole du candidat numéro 20, donc son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, chers Congolais, c'est que nous allons tout apprendre ici. Oui, chers Congolais, vous avez même là les questions taboues, hein. Le porte-parole du candidat numéro 20 à la présidentielle ici en République démocratique du Congo. Alors, sans perdre le temps, vous défendez le numéro 20. D'abord, il faut rappeler que c'est le président en exercice ici en République démocratique du Congo et candidat à sa propre succession. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais de ces 5 années passées à la tête de ce pays? Vous le savez très bien, le président Tshisekedi, quand il a été élu en 2018 et qu'il a pris ses fonctions le 24 janvier 2019, il a trouvé un pays en très mauvais état. Parce que ce pays, après avoir connu une indépendance douloureuse, avec l'assassinat de Lumumba quelques mois après son indépendance, l'indépendance du pays, après avoir connu près de 37 ans de moboutisme, avec ses hauts et ses bas, mais en tout cas avec un régime autoritaire qui n'a pas toujours laissé la liberté aux Congolais de pouvoir s'épanouir, après avoir connu le coup d'État, si on peut dire, la guerre de la FDL, la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila, qui lui-même n'a pas traîné au pouvoir,
Là, il y a eu une guerre, carrément une guerre mondiale africaine. Non, une guerre mondiale africaine. 7 armées se sont combattues ici entre 1998 et 2001. Ensuite, il y a eu les accords de Luanda, de Lusaka et tout ça. Et Joseph Kabila a pris le pouvoir. Élection en 2006, il a pris le pouvoir. Et depuis 2006, lui, il a fait 18 ans pour laisser le pouvoir en 2018 à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un long combat vers la démocratie que notre pays a connu. Et surtout, c'est un pays qui est dans un certain paradoxe. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui repose sur des richesses immenses. Premier producteur au monde de cobalt, deuxième producteur au monde de cuivre, producteur de coltan, de manganèse, d'or, de diamants, de plein de choses, mais la population vit encore vraiment dans la pauvreté, puisque la majorité des Congolais vivent avec moins de $2 par jour. C'est-à-dire selon les critères émis par les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et FMI, le Congo est considéré comme un pays pauvre. C'est dans cette situation-là que Félix Tshisekedi trouve le pays en 2019 et il s'emploie à travailler. D'abord le contexte politique, lui il est élu président, mais la majorité reste au FCC, c'est-à-dire aux alliés de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi est un homme sage, à l'intelligence politique inouïe, et surtout un rassembleur. Il décide de faire alliance avec eux, parce qu'il se dit, le Congo a de tels défis de développement qu'il vaut mieux rassembler tous les Congolais plutôt que de les diviser, et il y a aussi la réalité arithmétique du terrain. Nos institutions font que il y a un président élu au suffrage direct, mais il doit travailler avec un Premier ministre et un gouvernement issus de la majorité parlementaire. Et c'était le FCC, c'est-à-dire les alliés de Joseph Kabila, qui étaient majoritaires au Parlement. Donc, vous savez, alliance FCC-Cash, on essaye de travailler, ça ne marche pas, parce que ces personnes-là ont bloqué le pays, ils ont essayé de saboter le travail du président Tshisekedi. Donc, on perd en quelque sorte l'année 2019, l'année 2020. Il y a aussi la crise mondiale du Covid, une épidémie qui a pratiquement gelé toute l'économie mondiale, et le Congo étant un pays qui dépend énormément de l'extérieur, voilà, du marché extérieur, à la fois pour vendre nos minerais, mais aussi pour importer nos denrées alimentaires, fait que dans les deux sens, voilà, un pays extraverti comme on dit, le Congo a beaucoup souffert de ça. Et puis enfin, fin 2020, il fait les concertations nationales et il rompt, il coupe les liens avec le FCC. Et puis 2021, il crée l'Union sacrée pour la nation. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le travail de Félix Antoine Tshisekedi peut vraiment se déployer dans sa plénitude. Donc il y a vraiment 3 années utiles, si on peut dire, de ce mandat. 2021, 2022, 2023. Et quand on voit le travail qui a été accompli, madame, durant ces 3 dernières années, ces 3 années utiles, comme je les appelle, c'est extraordinaire. Le président Tshisekedi n'a pas géré le pays pendant 5 ans, mais plutôt pendant 3 ans, parce que les 2 autres années... D'une manière pratique, il a pu agir, exercer sa politique, mettre en pratique, si vous voulez, sa vision. Réellement, il a pu le faire durant 3 ans. Mais il était pleinement président durant les 5 ans. C'est normal, puisqu'il était élu, il exerçait. Vous savez, l'articulation du pouvoir entre le président et le gouvernement, c'est quelque chose qui relève, comme on dit, du droit administratif. C'est très compliqué. Le président peut donner des instructions et le gouvernement peut le saboter. Les lois doivent être votées au Parlement, mais si le Parlement dénue une autre majorité, c'est en quelque sorte le système, si on peut dire, une sorte de cohabitation qui ne dit pas son nom, que l'on a vécu durant les 2 premières années. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que les 3 années utiles où il avait pleinement les rênes du pouvoir, puisqu'il y avait un gouvernement qui était directement sous ses ordres et qui répondait à ses instructions, c'est 2021, 2022, 2023. Et en 3 ans, quand on regarde son bilan, c'est un bilan extraordinaire ce qu'il a fait. Il a remis les fondations de notre pays pour pouvoir justement le conduire vers l'émergence. Il y a des choses très symboliques qui ont été faites. On va en parler, je vais en citer que 2. D'abord, la gratuité de l'enseignement primaire. On le dit souvent, on le répète,
Mais c'est important parce que c'est quelque chose qui est écrit dans notre Constitution depuis 2006. Mais aucun président n'avait eu le courage. C'est vraiment une question de courage et de volonté politique. Parce que toutes les institutions internationales, FMI, Banque mondiale, tous ceux qui nous conseillent, disaient non, ce n'est pas possible, le pays n'est pas prêt, les indices ne conviennent pas. Ils disent que la gratuité là n'est pas accompagnée de la qualité. Et attendez, je termine là-dessus. Mais il fallait d'abord le courage politique et la volonté du président pour l'imposer, dire on doit l'appliquer. On applique et puis après on agit pour organiser les choses. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a appliqué. Il y a des problèmes, bien sûr. C'est une mesure difficile à mettre en œuvre. Vous n'allez pas donner la gratuité et en même temps n'avoir pas eu le temps de construire des écoles. Oui. Ça fait qu'il y a eu un afflux des enfants qui sont venus à l'école. Mais d'abord, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, je veux dire, la décision, elle est vraiment une décision juste parce que c'est une décision qui pense à l'avenir des enfants. C'est une décision de ce qu'on appelle d'intérêt général. Pour ces enfants, on leur donne accès à l'école. Pour les parents qui ont des enfants qui devaient parfois choisir dans une fratrie de, je sais pas, 7 enfants en disant 3 vont à l'école, les 4 autres vous attendez. Mais vous savez ce que c'est un enfant quand il n'apprend pas à lire, à écrire, à compter? Il n'a aucun bagage pour se développer dans la vie, pour pouvoir s'épanouir. Donc c'est d'abord cette décision politique-là qu'il faut saluer. Ensuite, la mise en œuvre, vous avez raison, c'est une mise en œuvre difficile. C'est pour ça qu'il y a des mesures d'accompagnement. Notamment la construction des écoles. Le plan de développement des 145 territoires a permis déjà de construire près de 7000 écoles dans les territoires, dans des territoires comme Aru, comme Idiofa, où il n'y avait pas eu d'école qui avait été construite depuis le départ des Belges en 1960. Allez dans le nord au Bangui, demandez aux gens, ils vont vous dire 200 écoles ont été érigées durant les 3 dernières années, ils vous disent c'est extraordinaire. À Kinshasa, on ne le sent peut-être pas. Parce qu'il y a des écoles, c'est une grande ville, mais c'est à l'intérieur du pays, à l'intérieur des territoires, que les gens sont vraiment reconnaissants à ce que le président a fait. Et ensuite, non seulement autre mesure d'accompagnement importante, il ne suffit pas d'avoir des bâtiments, mais il faut aussi payer mieux les professeurs pour mieux les motiver. Et le salaire des professeurs a été augmenté, passant, disons, environ à 100-150 $ avant. Aujourd'hui, il est à 300, voire 400 $ quand c'est dans des territoires reculés. Les coins... Absolument. Ce n'est pas encore suffisant, diront certains. Je dis oui, mais c'est déjà un effort énorme. On a aussi mécanisé les professeurs, c'est-à-dire qu'on a harmonisé leurs salaires et on les a introduits dans un système, justement, de la fonction publique. Parce qu'avant, c'était aussi bancarisé. Parce que c'était un système, parfois, il fallait amener des valises d'argent jusqu'au fin fond du pays. Ça arrivait en retard, parfois ça disparaissait. Mais cette fois-ci, on a rendu ça de façon rationnelle et de façon moderne. Et c'est ça les efforts qui ont été mis en œuvre par le président. On a augmenté le salaire même des fonctionnaires. On a même augmenté le salaire des fonctionnaires. Donc voilà déjà une mesure importante qui fait partie du bilan positif du président Tshisekedi. Deuxième mesure, très rapidement, la CSU, la couverture santé universelle. Vous savez très bien, dans les pays occidentaux, les gens cotisent, ils ont une mutuelle, et quand ils sont malades, la mutuelle permet de payer une grande partie des soins de santé. Ils ont des assurances, ils arrivent à couvrir leurs fins de santé. Ici, au Congo, ce n'était pas le cas. Si vous avez de l'argent, vous payez. Si la famille peut vous aider, vous vous soignez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mourir. Parce que vous arrivez dans un hôpital, on vous dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins. On ne peut pas vous toucher à Absolument. On met en place la couverture santé universelle, un système donc de mutualisation, mais au départ, c'est l'État qui met l'argent. Et cette fois-ci, l'État a commencé dans différents volets. Le premier volet, c'est celui de la mère et de l'enfant. C'est-à-dire les femmes enceintes, l'accouchement gratuit, donc soins pour la femme enceinte, gratuité des soins pour les accouchements, gratuité des soins pour les nouveau-nés et aussi les mamans. Donc c'est quelque chose de très fondamental parce que ça permet de réduire vraiment de façon très forte la mortalité des enfants et la mortalité des mamans quand elles accouchaient. Voilà des mesures sociales, des mesures importantes que les Congolais doivent reconnaître. Ça rentre dans le social parce que ça touche la vie des gens. L'éducation, la santé, ça rentre dans ce qu'on appelle globalement le capital humain, valoriser le capital humain. Autre mesure, la construction des universités. Vous l'avez vu ici à Kinshasa. Allez voir l'INBTP, ceux qui forment les gens. Innovation ou c'est une construction?
rénovation et construction. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On rénove les bâtiments existants et on en construit d'autres, on ajoute. Il y a une extension. À l'IBN BTP ici, ils ont ajouté un auditoire, ils ont ajouté des dortoirs, ils ont ajouté même une extension qui n'est pas encore finie. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui donne à nos étudiants, à nos jeunes, des moyens, en tout cas des conditions de travail et d'études qu'ils sont au même standard qu'aux États-Unis, en France, en Belgique ou ailleurs. La même chose à l'UPN, la même chose au campus à l'université de l'Unikin. Entre-temps, vous avez au moins 5 chantiers d'universités qui sont en construction. Au Kasai, à Mbujimaï, à Kananga, à Mbandaka et aussi de l'autre côté, du côté de Bunia. Donc, vous voyez, il a lancé tout un chantier pour pouvoir donner les bases au pays pour qu'on puisse se développer. Et on pourrait parler encore d'autres domaines, si vous voulez, l'économie, la diversification de l'économie et la défense. Mais dans le domaine de la défense, comme oui, il nous le dit... voulons parler un peu de ça parce que nous entendons dire qu'il y a montée en puissance de nos FARDC. Mais à l'est de la entre-temps, République à l'est, démocratique du Congo, il y a toujours la guerre, il y a des groupes armés qui sont en train de naître. Que pouvez-vous dire aux Congolais de ce qui se passe entre ces deux Absolument. territoires? La situation, elle se présente comment? La guerre au Congo, elle dure depuis près de 25 ans. Depuis 95-96, quand l'AFDL arrive avec les Rwandais, les Ougandais et tous les autres pour renverser Mobutu. Depuis là, le cycle de violence a exagéré. Ça a commencé d'ailleurs en 94, quand les réfugiés rwandais fuient le génocide, et d'ailleurs un certain nombre de génocidaires viennent se réfugier au Congo. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne vient pas du Congo, mais qui a été importé au Congo, qui avait touché les voisins du Rwanda. On reconnaît qu'il y a eu un génocide au Rwanda, que c'est quelque chose d'abominable, d'inacceptable. Mais le Congo ne doit pas subir les conséquences de cette crise qui s'est passée au Rwanda. Au contraire, le Congo a accueilli des réfugiés rwandais. Ça nous a été en quelque sorte imposé par la communauté internationale à l'époque. On l'a accepté. On continue. Kabila père prend le pouvoir. Il est combattu. Une guerre mondiale se passe. Plusieurs armées sont ici. Kabila fils prend le pouvoir. Les violences continuent. Près de 200 groupes armés qui sévissent à l'Est. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que la perpétuation de cette violence et de cette déstabilisation à l'Est, en fait, elle s'est érigée en quelque sorte en un système mafieux. Beaucoup de puissances étrangères profitent de cette instabilité à l'Est pour pouvoir piller les richesses du Congo. Surtout qu'au début des années 2000, il y a le boom économique dans le monde, notamment le boom de l'économie du numérique. Les téléphones, les ordinateurs, tout ça s'est construit avec le coltan et avec des matériaux précieux que l'on trouve à l'Est de la RDC. Et c'est pour ça que nos voisins, un bon nombre d'entre eux, profitent de cette situation. Tshisekedi arrive en 2018-2019. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais faire 2 choses. La diplomatie et la défense. La diplomatie, il va voir tous les 9 voisins du Congo. Il leur tend la main. Il leur dit, discutons ensemble, organisons-nous pour pouvoir vivre en harmonie. Parce que la déstabilisation du Congo ne doit pas vous profiter parce que c'est aussi une menace pour vous. Vivons ensemble parce que les groupes armés qui se situent à l'Est, souvent ce sont des groupes armés étrangers qui menacent un pays étranger, mais qui vivent au Congo et menacent aussi les Congolais. Donc il y a un intérêt commun, mutuel, à régler ce problème d'insécurité. La plupart des voisins acceptent. Même le Rwanda semble accepter, puisque Tshisekedi a eu le courage de voir Kagame et de dire à Kagame, Kagame c'est mon frère, travaillons ensemble. On a même lancé des projets de co-développement, comme on dit. Mais le problème, c'est que la réalité de l'agenda rwandais, ce n'était pas celui-là. C'était de continuer la déstabilisation du Congo. Processus de Nairobi, un processus diplomatique qui est lancé, qui consiste à dire aux groupes armés, déposez les armes, venez discuter avec nous. Ceux qui sont étrangers, vous rentrez dans votre pays. Ceux qui sont congolais, on dialogue ensemble parce qu'on trouvera toujours quelque chose à se dire, une entente. Plutôt que de faire couler le sang, entendons-nous entre Congolais. La majorité des groupes armés acceptent. Il y en a un qui refuse de déposer les armes. Et au contraire, il attaque même le Congo fin 2021. C'est le M23, qui avait été défait d'ailleurs, vous rappelez-vous, en 2011. Mais là, il attaque de nouveau le Congo. Et il attaque le Congo à cause de quoi et avec l'aide de qui?
Les rapports de l'ONU sont là pour le prouver. De multiples rapports d'experts des Nations Unies le disent, c'est le Rwanda qui soutient, qui finance et qui arme le M23. Dans cette mesure-là, on est parti dans la diplomatie. Pourquoi? Parce que, vous savez, la guerre, c'est toujours la dernière des solutions. Vaut mieux la paix. La guerre, on perd toujours des hommes, on perd des vies, il y a des, des malheurs qui se passent. C'est pour ça que le président Tshisekedi, étant lui-même quelqu'un qui est un pacifiste, qui vient d'une tradition, l'UDPS, qui était un parti d'opposition, qui est non violent. Ils n'ont jamais pris les armes, même à l'époque où ils ont lutté contre Mobutu, parce qu'ils se disent, on ne va pas faire couler le sang de Congolais par d'autres Congolais. Donc il épuise tous les, les démarches de la diplomatie. Il y a un plan, ce qu'on appelle la feuille de route de Luanda, qui consiste à dire au M23, déposez les armes, vous vous retirez dans un certain périmètre, si vous voulez, du territoire, et ensuite on vous démobilise, on vous réinsère, si c'est nécessaire. Ceux qui sont rwandais, vous rentrez au Rwanda. C'est un accord signé par tous les chefs d'État de la région. Donc tous ceux de l'Afrique de l'Est et de la CIRGL, qui englobe des pays un peu plus largement que l'Afrique de l'Est. Ils refusent jours et nuits. Récemment, là, à cause de la pression des États-Unis, il y a un cessez-le-feu qui vient d'entrer en vigueur, qui normalement devrait durer, d'abord, il a fait 72 heures, et là, il devrait durer jusqu'au 28 décembre. On espère que cette fois-ci, ce sera vrai, parce que tout le monde le sait, celui qui détient la clé pour pouvoir obliger le M23 à déposer réellement les armes, c'est le Rwanda. Est-ce que cette fois-ci, ils seront sincères? On l'en espère. C'est la dernière chance pour sauver la paix. Parce qu'entre-temps, comme j'ai dit, il y a un volet de la diplomatie, mais un autre volet de la défense. Dans le volet de la défense, qu'est-ce qu'a fait le président Tshisekedi? C'est le président de toute l'histoire du Congo qui a le plus investi dans l'armée. Il arrive, il trouve une armée qui était en très mauvais état, parce qu'elle avait été faite des différents brassages, au fur et à mesure qu'il y avait eu des accords de paix. Ça veut dire on prenait tel rebelle, tel groupe rebelle, on les mettait ensemble, on leur donnait des titres, des tenues, je veux dire, même on les nommait officiers, mais c'est des gens qui ne s'entendaient pas, des gens qui n'étaient pas formés. Résultat des courses, l'armée ne pouvait pas défendre le pays. Ils étaient en mauvais état. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Le président Tshisekedi, dès qu'il arrive, il commence à réformer cette armée. Il change certains officiers qu'on a appelés des infiltrés, il les change, il change d'affectation. Il capacite l'armée, c'est-à-dire il lui donne les capacités en équipement militaire, en formation, il le fait. Mais vous savez, c'est pas facile parce que pendant longtemps, le pays était même sous embargo. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas acheter des armes lourdes. Vous voyez? Donc ça n'a été levé qu'en 2022. Donc c'est tout récent. Donc tout ce travail-là, c'est un travail difficile, un travail lent, qui était soutenu par la diplomatie, mais qui permettait aussi de capaciter notre armée. Et il arrive à le faire petit à petit. Il crée même il fait voter ce qu'on appelle une loi de programmation militaire qui trace un planning, un horizon pour que l'armée congolaise retrouve justement ses lettres de noblesse. Voilà ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, effectivement, madame, notre armée est en capacité de défendre notre pays. Mais, comme je répète, la guerre, c'est la dernière des solutions. C'est la responsabilité de la communauté internationale. On n'a pas besoin qu'il y ait une nouvelle guerre mondiale africaine, comme je dis. C'est-à-dire que 7 armées, 10 armées viennent se tuer ici, se battre au Congo, parce que c'est nous qui allons perdre dans l'histoire. Ce qu'on voudrait, c'est vivre en paix, en harmonie. On ne va pas déménager de l'Afrique. Le Rwanda sera toujours le voisin du Congo. Et comme je voulais... Non, je termine par quelque chose de très important. Ce ne sont pas les Rwandais nos ennemis. Les Rwandais, comme je dis, ce seront nos voisins éternellement. On veut vivre en paix et on l'a fait pendant longtemps en harmonie avec nos voisins rwandais. C'est le régime actuel qui est à Kigali, le régime de Paul Kagame, qui a des visées hégémoniques et expansionnistes. Son discours a même évolué. Il a d'abord commencé à dire « Non, le M23, ce n'est pas moi ». Ensuite, non, le M23, c'est parce que vous êtes avec les FDLR. Les FDLR, c'est faux, ils n'existent presque plus, et ils sont là, ils ne menacent jamais le Rwanda. Ensuite, c'était, oh non, c'est parce qu'au Congo, vous menacez les Tutsis congolais, les Banyamulenge. De nouveau, c'est faux. Enfin, en dernière instance, il a dit au Bénin, non, en fait, il faut peut-être revoir les frontières de 1885, parce qu'il y a des territoires du Congo qui appartiendraient à l'empire, enfin en tout cas au royaume Tutsi. Au royaume rwandais. Non, ce n'est pas vrai. La charte de l'OUA, reprise par l'Union africaine, dit qu'on ne bouge pas les frontières issues de la colonisation. Sinon, toute l'Afrique va exploser. C'est une affaire qui est vraiment, comme on dit,
une cause nationale, les frontières congolaises, on ne laissera jamais un seul centimètre carré de notre territoire aller à l'étranger, ça jamais. Merci beaucoup, chers Congolais. Vous avez tous suivi, la guerre, c'est la dernière solution. Il ne faut pas toujours recourir à la guerre tant que d'autres solutions ne sont pas encore trouvées. Alors, Monsieur Eric, si nous nous mettons à vous entendre ici, nous allons passer toute la nuit parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à dire sur le président Tshisekedi qui est candidat à sa propre succession. En tant que Congolais, parce qu'il y a des Congolais qui vous suivent, qui veulent de vous cette réponse. En tant que Congolais, êtes-vous satisfait de ce que Tshisekedi a fait à la tête de ce pays pendant ses premiers mandats? Et si oui, comment ou à quel pourcentage décrivez-vous ces bilans? Je ne donnerai pas de pourcentage parce que je ne suis pas un professeur, mais je vais donner des exemples. Je dis, le président Tshisekedi a fait beaucoup pour ce pays, mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il aime ce pays. C'est un homme que vous connaissez, vous pouvez le voir à la télévision, vous voyez comment il s'exprime. Quand les Congolais disent Yé Azamon Mboka, oh Toye Bindako, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a réellement ses racines ici. Bien qu'il ait vécu près de 30 ans à l'extérieur du pays, on le sait, mais il est Congolais dans l'âme, il aime ce pays. Vous savez, pour exercer, gouverner un pays, il faut d'abord aimer ce pays et aimer ses habitants. C'est quelqu'un qui a justement une vision, il veut que le Congo soit à la hauteur de son potentiel. C'est-à-dire que ce soit un pays qui est un grand pays au cœur de l'Afrique, avec 100 millions d'habitants, et que ce pays soit une puissance au cœur de l'Afrique. Voilà pourquoi le président Tshisekedi est vraiment le leader qu'il faut pour le Congo à cette heure-ci. Et c'est celui aussi qui a redonné au Congo sa dignité. Le Congo avait été oublié pendant 18 ans. Kabila n'allait même pas dans les forums internationaux. Il restait faire ses affaires au Congo. On parlait du Congo. On décidait sur le Congo à l'ONU, dans d'autres instances, mais sans le Congo. Tshisekedi revient et dit on ne parlera plus du Congo sans la vie des Congolais. Parce que c'est de nous qu'il s'agit. Comme disait Mandela, celui qui veut mon bien sans moi est contre moi. C'est pour ça que le président a voyagé autant durant ce premier mandat. Il a été président de l'Union africaine, président de la SADC, président de la CEAC. Ça lui a permis de parler à tous ses pairs africains, de faire entendre la voix du Congo, d'avoir le courage de dire devant l'ONU, le mal, c'est le régime Kagame. C'est eux qui agressent le Congo. Prenez aussi vos responsabilités, communauté internationale, sanctionnez-le pour que les choses redeviennent claires. Et ensuite, dans le pays, comme je vous disais, il a lancé les chantiers pour pouvoir développer le Congo. Première chose, notre économie, c'est une économie extravertie. On exploite des richesses, on les exporte sans les transformer, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas sur la valeur des choses. Vous exportez 1 kilo de coltan, ça vaut, je donne un exemple, 100, mais quand vous vendez 100 téléphones iPhone, ça vous vaut beaucoup plus, ça peut vous valoir 10 000. Vous voyez la différence? La plus-value, c'est ça. Ce qui est tiré de la transformation d'un produit. Et c'est ça que l'on veut. On veut transformer ici chez nous. Pourquoi aussi? Parce que ça va nous permettre de créer des emplois, de donner des emplois à nos jeunes. Sur 100 millions d'habitants, 60%, d'accord, près de 60 millions, ont moins de 20 ans. Ce sont des jeunes qui doivent avoir du travail. Ils ont encore la force de travailler. On doit leur redonner de la dignité. C'est pour ça que le président est en train de mettre en place un chantier pour que ces jeunes peuvent travailler. On a créé des emplois. Il a créé des emplois durant son premier mandat, mais il faut aller plus loin. Et il a des idées claires là-dessus et une méthode précise, sérieuse. Ce n'est pas des slogans en l'air. Donc c'est un président qui veut conduire le Congo vers un horizon de bien-être. N'oubliez pas qu'il vient d'une famille politique dont le slogan c'est « le peuple d'abord ». Donc pour lui, c'est ça, c'est le peuple d'abord. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre ce peuple heureux? Autre volet, et je terminerai là-dessus, c'est le fait que les Congolais ne se nourrissent pas eux-mêmes. Vous ne trouvez pas ça paradoxal et scandaleux qu'un pays qui est au cœur de l'Afrique, qui est baigné par un grand fleuve, doivent importer sa nourriture. Ici à Kinshasa, on apporte tout, le riz, les madessous, donc c'est-à-dire les haricots, la viande et tout. Ce n'est pas normal. On devrait produire ça ici même au Congo. Mais on a pris des mauvaises habitudes. Depuis longtemps, on préfère importer parce que ça enrichit quelques personnes. Vous savez, le Congo est en train de mourir de rentes de situation que certaines personnes ont prises. C'est-à-dire, certaines personnes ont pris des pans de l'économie, ça leur apporte à eux,
mais ce n'est pas de l'intérêt général du pays. Et c'est ça que Tshisekedi veut changer. C'est pour ça qu'il est combattu par certaines puissances, parce qu'elles n'acceptent pas ça. Elles veulent continuer à maintenir le statu quo. Je ne sais pas si vous évitez ou vous ne voulez seulement pas répondre à ma question. Je vous ai demandé, en tant que Congolais, êtes-vous satisfait du travail que fait Tshisekedi à la tête de ce pays? Par ma réponse, vous avez compris que je suis satisfait, puisque je vous explique que ce qu'il a fait, personne d'autre ne l'avait fait avant lui. Je vous ai dit qu'il aime le Congo. Ce que j'ai refusé de faire, c'est de donner une cotation. Ce n'est pas mon rôle de donner une cotation, un pourcentage. Vous voyez, je ne vais pas dire 5 sur 10, 7 sur 10, 10 sur 10. Ce n'est pas sérieux de faire ça. En revanche, je vous donne des exemples et des domaines d'activité là où le chef a changé la nature du pays, la figure du pays. Quand il dit la revanche du sol sur les sous-sols, c'est quelque chose de très profond. C'est dans le domaine de l'agriculture. Oui. Comment un pays comme le nôtre peut importer sa nourriture? Mais il ne le dit pas simplement, il commence par le faire. Réhabilitation des routes de desserte agricole pour que ce qui est produit à l'intérieur vienne être consommé. Voilà les centres de consommation. Près de 5000 km de routes et de routes secondaires, de routes principales et de routes secondaires, ont été soit réhabilitées, soit construites durant ce mandat. Les gens diront que ce n'est pas suffisant puisque notre parc routier est très grand, 4 fois la France. Mais il fallait commencer quelque part, madame. Et lui, au moins, il a commencé à le faire. Comme tout à l'heure, je vous expliquais ça. Le plan de développement local au départ des 145 territoires. 7000 écoles ont été construites. 5000 centres de santé. Près de 3000 centres administratifs pour que l'État soit proche du citoyen. Ça, ce sont des choses qui, justement, montrent aux Congolais que c'est un président qui a travaillé pour eux. Ce n'est pas un président qui a travaillé pour lui, c'est un président qui a travaillé pour sa population. Mais il n'a pas fini le job, parce que justement, 5 ans, 3 ans utiles, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il dit aux Congolais, vous êtes devant un choix très important. Est-ce que vous voulez recommencer à zéro, qu'on repart à zéro, que les autres viennent, ils annulent la CSU, ils annulent la gratuité scolaire, parce que c'est des gens qui auraient pu le faire depuis longtemps, ils ne l'ont jamais fait. Ou alors, vous voulez que l'on consolide ça et que l'on aille plus loin et plus vite. C'est un choix pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Il y a des Congolais qui se disent, vous avez trouvé le dollar quelque part. Et vous l'avez amené quelque part. À cette question-là, nous n'avons pas de réponse. Peut-être. Je vais vous répondre. Voilà. Répondez afin que les Congolais soient... Oui, c'est quelque chose de très simple. Pourquoi? Parce que le taux du dollar par rapport au Congo, il est fixé en fonction de la force de l'économie du Congo. Si vous avez une économie forte, vous avez une monnaie très forte. D'accord? Vu que le Congo est une économie, comme j'ai dit, extravertie, elle vit selon les chocs aussi de l'économie extérieure. Puisque, en fait, on est une économie de rente. C'est-à-dire que nos revenus, c'est en fonction de la vente de nos produits. Coltan, cuivre et tout ça. S'il y a une baisse de demande dans le monde, l'impact est direct. Si le prix baisse, par exemple, quand il y a eu la crise du Covid, on a vendu moins de cuivre, on a vendu moins de coltan et tout ça, les prix baissent, vous voyez. Mais les besoins du pays... Donc, en fonction de ça, notre économie n'est pas assez forte. Du coup, la monnaie n'est pas assez forte non plus. Et les gens, et c'est un réflexe naturel, ils se réfugient vers une monnaie plus forte, c'est celle du dollar. C'est ça, la spéculation. Mais n'empêche, on a commencé à travailler sur la dédollarisation. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, déjà à l'époque, le gouvernement Matata et tout ça, il parlait de dédollarisation. Mais vous savez, la dédollarisation, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut travailler l'économie pour avoir, comme je dis, des usines ici, pour augmenter notre PIB, notre produit intérieur brut, ce qui fera que notre monnaie va mieux circuler et elle aura de la valeur à l'extérieur. Donc, on a commencé à prendre des mesures. Déjà, les mesures qui consistent à ce que tous les paiements de l'État, tous les paiements des salaires des fonctionnaires se fassent en monnaie locale, c'est déjà une mesure de souveraineté pour que les gens soient payés en francs congolais. Mais après, les gens peuvent aller dans la rue et tout ça, échanger ça en dollars. C'est normal parce qu'ils se disent, au moins le dollar, c'est arrimé à l'économie américaine, c'est plus sûr. Mais ce sont déjà des premières mesures. Mais créer des entreprises, créer des usines, allez voir les Chinois, ce qu'a fait le président Tshisekedi. Kabila avait fait ce qu'on appelle les 5 chantiers, le deal du siècle, on vous donne les ressources, vous nous donnez les infrastructures. L'IGF a fait un audit, a examiné ça, il a vu que le Congo a beaucoup perdu. Non pas à cause des Chinois, mais à cause de nous-mêmes les Congolais, ceux qui dirigeaient le pays de l'époque. Ils ont préféré se mettre l'argent dans les poches plutôt que réellement servir le pays. Tshisekedi, lui, il va voir les Chinois et leur dit
revoyons le cadre de cette coopération. Si vous voulez nous aider, vous d'abord, vous revoyez nos besoins. Vous ne nous envoyez pas n'importe quelle entreprise chinoise, mais on va travailler selon un cadre bien établi. D'accord? Et les Chinois ont accepté. Ils rentrent dans une négociation dure avec les miniers, avec la Sicomine, avec les TFM, pour pouvoir leur dire, je pense que le cadre des contrats que l'on a signés avec vous, on ne touche pas assez de ce qui nous revient, puisque c'est notre terre, ce sont nos minerais. C'est des choses très dures, c'est des choses risquées aussi. Mais il a réussi et il a fait évoluer ces contrats-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo peut mieux bénéficier de ces richesses. Il est en train aussi, notamment dans ce cadre de la visée pour transformer nos matériaux ici, de signer un partenariat avec la Zambie et avec les États-Unis et même les Chinois pour qu'on produise ici ce qu'on appelle des batteries. En tout cas, des précurseurs de batteries pour les véhicules électriques. C'est la transition énergétique. Voilà un président qui a une vision, qui a des choses. Vous avez vu des usines. On parle de l'Allemagne. Le président avait dit « Je veux que le Congo soit l'Allemagne de l'Afrique ». Nos opposants se moquent, ils rigolent, ils disent « Ouais, Allemagne, Allemagne ». Mais Allemagne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un pays industriel. L'Allemagne, ce qui fait sa caractéristique, c'est que c'est le moteur de l'économie européenne. Et c'est un pays industriel, fortement industriel, c'est-à-dire il y a des usines et tout ça. On est en train de le faire. Symboliquement, je pourrais dire même, le retour de Mercedes-Benz, ici, avec l'usine d'assemblage de véhicules Mercedes, ça montre déjà, ça faisait près de, je pense, 37 ans qu'il n'y avait plus d'usine d'assemblage de véhicules au Congo. C'est grâce à Tshisekedi que c'est revenu. Donc il a une vision pour essayer de remettre de la manufacture, de l'industrie au Congo pour que nos enfants puissent avoir des emplois. Et surtout, pour changer la nature de l'économie congolaise, comme j'ai dit. Que la dépendance aux mines soit moins grande, mais qu'on devienne un grand pays agricole, madame. C'est ça qui va faire la force du Congo, comme le Brésil, comme d'autres pays. C'est-à-dire on va produire ce qu'on mange et on va manger ce qu'on produit. C'est très important. Donc, attendez, je voulais ajouter quelque chose parce que je vois que son arsenal est très bien fourni. Je voulais savoir si le président doit être élu. A-t-il quelque chose qu'il propose encore à la population? Bien sûr. Et quelque chose d'alléchant, de très précis. Quand il dit « je vais créer 6 400 000 emplois si vous me refaites confiance », c'est quelque chose de précis. Ah, et c'est précis. Parce qu'il sait comment... C'est un engagement. Parmi ces 6 engagements, c'est le premier de ces 6 engagements. Pourquoi il dit ça? Parce que ça veut dire qu'il a fait des choses durant son premier mandat, il a tiré les leçons de ce qui a été fait, et il sait maintenant comment mieux faire encore. C'est pour ça qu'il parle des 6,4 millions d'emplois. Ce sont des emplois qui seront dans des domaines bien précis. Premier domaine, 2,6 millions d'emplois dans la transformation de ceux qui sont les activités informelles en activités formelles. Un exemple, le petit garagiste de rue qui est là avec son frère et 2 amis, ils ont leur garage, mais ils travaillent dans l'informel. Ça veut dire que demain, il y en a un qui tombe malade, ça fait un employé en moins. Ça fait que l'entreprise peut tomber. Il ne paye pas de taxes. Ça veut dire que l'État ne gagne rien. L'idée, c'est quoi? C'est de les regrouper au sein d'une coopérative, leur donner le bâtiment, leur donner une existence juridique pour que, par exemple, ils puissent avoir accès à du crédit et avoir une solidité financière et aussi pérenniser, comme on dit, cet emploi. Ça veut dire que ces 3 emplois qui, aujourd'hui, peuvent disparaître du jour au lendemain, avec la nouvelle vision, la nouvelle formule, ils seront toujours là et ils existeront. Et ces gens pourront même peut-être se faire soigner puisqu'ils vont cotiser à l'ONSS. Vous voyez? Donc là, dans ce domaine-là, on va créer 2,6 millions d'emplois. Dans un autre domaine qui est celui de la construction des infrastructures dans les territoires, on prévoit de créer 2,2 millions d'emplois. Enfin, dans un dernier domaine qui est celui de l'agriculture et des services, on prévoit de créer 1,6 million d'emplois, notamment en créant des agropoles, c'est-à-dire des coopératives agricoles, comme il y a déjà des exemples qui sont en train de se développer, où on cultive, on récolte, on transforme et on vend ici même au Congo. On crée ce qu'on appelle une chaîne de valeur agricole. Et ça va nous permettre de créer des emplois. Voilà quelque chose que le président Tshisekedi dit aux Congolais, si vous me donnez le pouvoir, vous me réalisez, je vais créer des emplois. Après avoir créé des emplois, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un emploi, il faut encore que cet emploi vous permette de vivre. C'est pour ça que le deuxième de ces engagements,
c'est je vais élever, je vais vous donner plus de pouvoir d'achat. Et on retombe aussi sur la question du dollar. Parce qu'on va travailler encore plus pour que le taux de change du dollar puisse s'équilibrer, notamment en recapitalisant la Banque nationale, pour qu'elle ait plus d'argent et comme ça, elle pourra plus absorber les chocs extérieurs de variation des monnaies. Vous voyez, on va aussi faire dans ce domaine-là, harmoniser les salaires des fonctionnaires et continuer à hausser les salaires des fonctionnaires. Vous savez qu'il y avait près de, je ne sais plus combien de chiffres, 140 000 employés fictifs dans la fonction publique. Tout ça a été assaini. Comme ça, ceux qui sont sur les listes de la fonction publique sont réellement des fonctionnaires. On harmonise, on les paye et comme ça, ça rehausse le niveau de vie. Autre chose, on va aussi réguler le prix des carburants. Vous comprenez? Donc, ce sont des mesures bien précises, mais c'est le seul des candidats qui a un projet bien précis et qui part aussi d'un bilan positif. Les autres parlent en l'air. En parlant de projets, j'allais dire quelque chose. J'entends dans les chefs de Congolais dire que vous n'avez pas de projet, mais vous êtes là seulement pour parler des autres candidats. Ça veut dire, au lieu de dire aux Congolais de quoi vous êtes capable ou ce que vous pouvez faire pour eux, vous passez votre temps à parler de certaines personnes. Alors, qu'allez-vous donner comme réponse à cette... Quand même, nous, on est les seuls, c'est-à-dire le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, j'ai entendu dire aussi qu'il y a des gens qui vous font peur, raison pour laquelle vous ne pouvez pas... La peur ne fait pas partie de notre ADN, pas du tout. On n'a peur que de Dieu, c'est tout. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est le seul des candidats. Vérifiez. Parmi les 26, les 24, enfin, on ne sait plus puisque ça bouge tous les jours. Mais en tout cas, c'est le seul candidat qui a présenté ce qu'on appelle un manifeste, avec ses 6 engagements, qui a écrit une lettre, voilà, la lettre aux Congolais, à ses compatriotes, en disant, voilà où j'ai trouvé le pays, voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que je vais faire si vous me faites confiance. C'est le seul, comparé avec les autres. Donc les autres parlent en l'air. Ils parlent en l'air, papa, ils parlent en l'air. Parce que soit ils n'ont pas d'expérience, soit ils n'ont pas d'idée, ce qui est grave. Terminer la guerre là en 6 mois. Mais comment? Par quelle mesure? Ils croient qu'on termine la guerre comme ça? Avec quelle armée? Quelle loi de programmation? Ils vont enlever vos Sukhoi, ils vont amener les F-16. Ah, eh bien, dis donc. Déjà, parfois, ils se trompent parce qu'il y en a qui disent que les Sukhoi sont des vieux avions, alors que le Sukhoi 35, c'est un avion très récent. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Il peut faire appel à des techniciens, on lui expliquera. Mais pour dire tout quoi, le candidat numéro 20 est le seul qui a un programme bien précis, documenté, écrit, et qui donne même des chiffres précis. Quand on vous dit 6,4 millions d'emplois, c'est un chiffre précis. On aurait pu dire 6,2, 6,7, 6,4, c'est parce que la projection a été bien étudiée. Ça sera sans doute plus, moi, je veux vous dire. Ça sera sans doute plus parce qu'il y en appelle ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Si on commence à créer des emplois, on commence à créer des entreprises, il y aura des emplois directs qui vont se créer. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, regardez le programme des autres. Nous, on ne parle pas des autres, on répond de temps en temps, mais au moins les documents sont là. Vous nous posez la question, on vous répond, voilà ce qu'on a fait. On ne dit pas qu'on a tout fait. On est conscient, on est très humble. On sait qu'on n'a pas fait tout ce que l'on avait promis. C'est vrai, mais parce qu'il y a des chocs externes. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre. On n'a pas fait tout ce qu'on a promis. Oui, mais c'est normal. Dans la cité, les gens disent, vous payez cette chose pour... non, mais il faut être sincère avec les gens. Il ne faut pas prendre les électeurs pour des idiots. Ils savent voir et ils vivent les choses. On n'a pas fait tout ce qu'on a promis, mais on a fait beaucoup. Et vous êtes là pour juger ce qu'on a fait. Vous avez un site où les gens peuvent voir. Absolument. Il y a le dashboard du CPVS, il y a aussi le Fachivar, où vous pouvez aller, chacun. C'est-à-dire que sans quelqu'un de la team Fachi, sans nous, vous allez, vous tapez, je ne sais pas, vous êtes peut-être de Bunia, vous tapez à Bunia, qu'est-ce qui a été construit? On vous sort à Bunia, 52 écoles, 300 centres, voilà. Et vous pouvez aller les voir, il y a des photos. Donc c'est tout ça pour dire que nous, c'est du concret, il y a un programme et une vision. Les autres, c'est du blabla. Et d'ailleurs, pour seul programme, c'est les insultes, les critiques, des relents de tribalisme, ou alors, je veux dire, des slogans qui sont vides. Quand moi je serai président, je ne vais pas gagner mon salaire parce que j'ai mon argent, je vais supprimer le poste de première dame. C'est pas ça qui va développer le Congo. C'est un pays qui a des réels défis. On doit donner du boulot à nos enfants, on doit sécuriser notre territoire. Un peu quand le président dit
les candidats de l'étranger, ça veut dire quoi? C'est très important ça, c'est très important Jean-Claude, ce qu'il dit là. Ça veut dire que l'enjeu, un des enjeux de notre élection, c'est ça aussi, c'est pouvoir avoir des dirigeants qui sont prêts à défendre notre pays, à défendre le territoire. Quand on dit candidat de l'étranger, ça veut dire quoi? Ce sont des candidats qui sont là, qui se présentent pour défendre les intérêts de l'étranger. Bon? C'est-à-dire ces intérêts dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces intérêts qui consistent à perpétuer, c'est-à-dire à maintenir une instabilité dans nos frontières pour que l'on puisse voler notre richesse et qu'elle parte comme ça sans... Je vous donne un exemple. Tshisekedi arrive en 2019, il prend le pouvoir. Vous savez combien était l'exportation d'or de l'Est du Congo? 26 kilos. 26 kilos. Le Congo exportait 26 kilos. Officiellement, selon les chiffres de la douane, c'était 26 kilos. Il met en place, en 2021, Primera Gold. 2022, je pense. C'est-à-dire une joint venture avec les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire ceux qui sont les consommateurs d'or. Il leur dit, venez, travaillons ensemble, on regroupe les creuseurs artisanaux, les orpailleurs, ils prennent l'or, ils sont dans une coopérative, une société qui leur donne un statut, qui leur donne un salaire et aussi des soins, donc c'est-à-dire des services sociaux. Vous savez que depuis lors, en l'espace de 1 an et demi, on exporte actuellement près de 25 tonnes. Donc vous voyez, entre 25 tonnes et 26 kilos, la différence là avant, ça allait dans la poche des gens, madame. C'est ces gens-là qui ont volé le Congo, qui aujourd'hui veulent revenir au pouvoir. Soyons sérieux. Il faut que la richesse du Congo bénéficie avant tout aux Congolais, et seul Félix Tshisekedi le permet. Éric, le président de la République a donné des instructions. On a rappelé notre ambassadeur au Kenya, absolument. Et auprès de EAC. Absolument. La cause, c'est la présence d'un ancien président de la CENI qui est devenu un chef de guerre. Absolument. Qui va être, bien sûr, peut-être demain appelé général Nanga, et qui a déjà M23 comme partenaire et tout ça. Ça s'est fait sur le sol d'un pays ami. C'est très grave. Quelle est votre réaction? Mais c'est très grave. Tous les Congolais sont sous le choc. Mais c'est très grave. Vous, en tant que porte-parole du chef de l'État, quelle est la lecture de cette situation? Mais c'est très grave. Ça veut dire que d'abord, il y a des Congolais qui continuent à agir contre leur pays. C'est-à-dire des Congolais qui sont les ennemis de leur propre pays, puisqu'ils vont s'allier avec des terroristes du M23 pour pouvoir venir tuer d'autres Congolais. D'accord? Alors qu'on est d'une démocratie. Quelqu'un peut parler ici, dire ce qu'il pense, même s'opposer au gouvernement, on ne va pas le mettre en prison. Mais cela préfère aller à l'étranger et s'allier avec des terroristes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est vis-à-vis de nos frères kenyans. Comment le gouvernement du Kenya, qui sont nos frères, puisqu'on faisons partie de la même organisation, l'EAC, la Communauté d'Afrique de l'Est, comment ils peuvent admettre que quelqu'un crée un mouvement politico-armé sur leur sol pour menacer un de leurs frères? C'est même, vous savez, c'est même contre la charte, c'est-à-dire la règle même de l'EAC. C'est pour ça que le Kenya devra répondre de ça. Voilà pourquoi on a rappelé notre ambassadeur. Voilà pourquoi on a rappelé notre ambassadeur au niveau de l'EAC. Et on va monter ça jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire pour discuter réellement avec nos autres amis de l'EAC, pour leur dire ce n'est pas normal. Et c'est ça qui a pourri la vie du Congo pendant toutes ces années. C'est-à-dire le double jeu de certains voisins. D'un côté, on vous sourit, on est des frères, et puis de l'autre côté, on vous met un couteau dans le dos. Mais là, avec Tshisekedi, il a dit non. Quand il a dit non, il a été le premier à dire à Kagame non. Tu ne feras plus ce que tu as fait pendant toutes ces années avec le Congo. Quand Katumbi dit oh non, mais nous pleurons. Nous ne pleurons pas. Au contraire, nommer le mal, ça permet déjà de pouvoir le combattre. Parce que si vous ne nommez pas le mal, c'est-à-dire vous en avez peur. Katumbi n'ose pas citer le nom de Kagame. Pourquoi? Il a peur de Kagame? Qu'il soit calme, qu'il reste au Congo, qu'il se rallie à Tshisekedi et verra Tshisekedi le protégera comme tous les Congolais. Je veux dire, il faut oser nommer les choses. Et c'est ça que Tshisekedi a osé le faire. Parce que quand il le dit, tout le monde entend « Ah tiens, c'est vrai ». Et il a ce qu'on dit « démystifier Kagame ». Dans la communauté internationale, tout le monde croyait « Oh, Kagame, la réussite du Rwanda ». Il a démystifié tout ça en leur expliquant que ce monsieur n'est pas un réel panafricain parce qu'il agit contre ses voisins. Et ce monsieur se nourrit de la
comment je veux dire, de la déstabilisation de ses voisins, du malheur de ses voisins, parce qu'il fomente ce malheur chez ses voisins. Et c'est ça que le président a fait, et c'est déjà un grand pas. Le pas suivant, c'est qu'on espère que la pression diplomatique permettra que ça cesse. Parce que si ce n'est pas la pression diplomatique, ça sera la guerre, et comme je dis, la guerre, ce n'est jamais bien pour tout le monde. Judith, on a vu les foules partout au Congo. Eric peut nous dire, est-ce que ces foules viendront le 20 décembre donner leur voix? Est-ce que le foule que nous sommes en train de voir derrière le président ou le candidat numéro 20 justifie le fait que c'est ce même foule-là qui ira voter le 20 ou ce sont des gens qui sont juste venus pour de miettes? Vous savez, madame, Ils sont seulement curieux de venir voir le président. Vous savez, madame, je ne suis pas dans les âmes de tous les Congolais, mais un adage dit qu'une élection, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu en partie, c'est vraiment cette rencontre-là, où on a vu que le président est en symbiose, en union avec son peuple. À chaque rendez-vous, à chaque meeting, vous sentez que les Congolais viennent par enthousiasme. Pas parce qu'ils croient qu'on va leur donner de l'argent, pas pour le t-shirt, pas pour faire... Parce qu'ils se disent, voilà un homme qui veut nous amener loin. Voilà un homme en qui nous avons espoir, puisque nous avons vu le travail qu'il a fait. Donnons-lui la chance encore pour qu'il continue. Et moi, je pense que ces Congolais-là que vous avez vus, nombreux, et pas en truquant les images comme d'autres, hein. Nous, c'est la réalité. Billy Lieko Sakate, comme on dit. Les images sont là pour être vraies. Vous avez vu, foule na foule, plein na plein. Même à Lubumbashi, où on nous disait que c'était soi-disant le fief de quelqu'un. Les gens étaient là, partout. Ils sont venus nombreux. Parce qu'ils savent quels sont les enjeux. C'est pour eux, c'est pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils veulent qu'il y ait quelqu'un de sérieux et quelqu'un qui travaille pour le Congo, qui aime ce pays. Maintenant, on doit dire à nos compatriotes, mobilisez-vous. Parce que comme vous dites, ce n'est pas simplement aller au meeting. Il faut aller voter le 20. Rien n'est gagné d'avance. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. C'est-à-dire, rien n'est gagné d'avance si le 20, vous, moi et tous ceux qui veulent voter pour le président Tshisekedi ne vont pas mettre le bulletin dans l'urne. Pour ça, on dit à nos compatriotes, levez-vous le 20, allez voter, même s'il pleut, même s'il y a la tempête, allez voter. Sinon, on va vous voler cette victoire et puis vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, vos larmes pour pleurer. Voilà, mobilisons-nous le 20. Oui. Et puis même pour les Quinois ici, mobilisons-nous le 18. Il y a le dernier meeting de campagne à Tchangou sur le terrain Sainte-Thérèse. Venez nombreux pour montrer justement au pays et au monde la forte mobilisation et la forte puissance justement du candidat numéro 20, le candidat de la victoire. Voilà, mesdames, messieurs, vous nous avez suivis. Nous avons passé avec vous près de 45 ou 1 heure du temps en train de parler du candidat numéro 20 à l'élection présidentielle qui se tiendra pratiquement dans 4 jours ici en République démocratique du Congo. Nous étions accompagnés du porte-parole du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'appelle M. Eric Ngindou. Nous allons laisser la parole à M. Jean-Claude Moubenga pour clôturer cette émission parce que ça a été un moment riche en bonheur. Donc voilà, vous sentez déjà il est en train de venir. Hein? Déjà beaucoup de fans club de ce côté. Donc c'est l'ambiance, c'est la fête, c'est les élections qui arrivent. Nous sommes très contents d'avoir eu beaucoup d'éléments de cet homme, un homme que j'aime beaucoup, je respecte. Il ne manque pas les arguments. Et tout ce qu'il a dit, il n'y a pas de la démagogie. Il a dit des choses vérifiables. Allez sur www.fativar.com, vous verrez que tout ce qu'il a dit ici est là. Et si dans votre commune, vous voulez aller voir, vérifier les noms de l'école qui a été construite, allez voir si ça va corroborer ce qu'il vient de dire. Alors nous avons fini pour aujourd'hui, Eric. Nous pensons que demain, c'est déjà le dimanche. Et vous invitez tous les Quinois à venir à Sainte-Thérèse le lundi, dans le quartier Tchangou, pour démontrer la dernière marche de Félix Tshisekedi en triomphe à Kinshasa. Absolument. Une ville d'à peu près 20 millions d'habitants. Nous voulons voir vraiment que le peuple est avec eux. Absolument. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot en lingala? Oui, la Koloba Lingala.
Bandeko, Wabolingo, Boya et Belé, Kinois, en tout cas, Boya et Belé. Lundi 18, Boya, na Tchango, na terrain Sainte-Thérèse, pour Akoyamba Mokonzi, Félix Tshisekedi, candidat numéro 20. Voilà. De père et de mère, pour sentir. Hein? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Voilà, au revoir. Chers compatriotes, ce 20 décembre, nous ne pouvons pas nous permettre de repartir à zéro. Nous devons consolider les acquis. Ce 20 décembre, nous ferons le choix du Congo.